Je crois qu'on est bon. N'hésitez pas à rentrer et vous installer les derniers retardataires. Je suis ravi d'être là. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle William Bailey. Je suis le cofondateur et CEO de Bolero. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de spécial. C'est quelque chose que vous consommez toutes et tous, tous les jours, d'une manière différente, selon vos habitudes. Parfois, c'est au sport. Parfois, c'est au bureau. Parfois, c'est dans les transports. Parfois, vous allez à des concerts. On va parler de la musique. Et on va parler plus particulièrement des droits musicaux. Et donc aujourd'hui, je vais essayer, dans le temps qui m'est accordé, de vous révéler les secrets qui ont transformé la musique, qui est à la base simplement un art qui est consommé de manière globale, en une réelle classe d'actifs. Et on va voir à travers tout ce raisonnement et tout ce que je vais vous révéler, pourquoi est-ce que ça l'est devenu et pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on a décidé de se spécialiser dessus. Qui gagne de l'argent quand vous écoutez de la musique? C'est la première question à se poser. De la même manière que quand vous investissez dans de l'immobilier, c'est le locataire qui paye le loyer, que ce soit en B2B ou B2C. Eh bien, quand vous écoutez de la musique, vous rémunérez plusieurs parties prenantes. On a tendance à croire qu'on rémunère simplement l'artiste-interprète et la maison de disques. Mais non, pas seulement. En fait, vous rémunérez à la fois le producteur, l'artiste, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à concevoir l'album ou la chanson. On va prendre un exemple très populaire, comme ça je pense que tout le monde va comprendre rapidement. Si on prend l'exemple d'Allumer le feu. Allumer le feu, c'est une chanson qui a été interprétée par Johnny Hallyday. Tout le monde la connaît grâce à lui, parce que c'était la chanson d'ouverture de son Stade de France en 98. Mais en réalité, cette chanson, alors je ne sais pas si vous le saviez, mais Johnny Hallyday n'a jamais écrit une chanson de sa vie. C'était un interprète. C'est pour ça qu'on appelle les chanteurs les artistes-interprètes. Et donc cette chanson, elle a été composée par Pascal Obispo, et les paroles ont été écrites par Zazie. Et ça a été mis aussi au mixage par Pierre Giaconelli. Anyway, ce que vous voyez ici, c'est que du coup, à la création d'un seul titre, j'ai plusieurs parties prenantes qui ont récupéré une quote-part des droits musicaux. Et les droits musicaux, en fait, c'est comme le capital d'une société. Quand vous créez une société, vous répartissez le capital social entre les associés. Quand vous créez une chanson, vous répartissez les droits musicaux entre les parties prenantes. Retenez bien l'exemple d'Allumer le feu parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plein de secrets à vous révéler? C'est en fait, même le premier que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le streaming a créé la mécanique de cash flow. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est très simple, ça veut dire que la musique aujourd'hui génère des flux de revenus qui sont réguliers. À l'époque, dans les années 90, le début des années 2000, vous achetiez un CD une fois et vous l'écoutiez jusqu'à ce qu'il soit rayé. Donc en fait, il y avait un seul événement de chiffre d'affaires qui venait rémunérer les parties prenantes d'une œuvre ou d'une chanson. Le passage à l'ère du streaming, et depuis que le streaming a trouvé son modèle résilient en 2018, a créé cette mécanique de cash flow, puisque maintenant, à chaque fois que j'appuie sur play, je verse un micro-loyer aux parties prenantes qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, ça fait de la musique, tout d'un coup, pas simplement un produit que je vends dans les bacs du Leclerc, ça devient un produit digital qui génère ces cash flows récurrents. L'autre point important à avoir en tête, c'est que la musique est assez fantastique, puisqu'en fait, il y a beaucoup de sources de revenus. On a tendance à penser au streaming, essentiellement aux ventes de vinyle. En fait, la musique, elle est monétisée de plusieurs manières. Elle est monétisée à chaque fois qu'elle est diffusée ou qu'elle est entendue quelque part. Elle va être monétisée quand elle est diffusée dans un salon de coiffure, au supermarché. Quand vous allez aller à un concert, sachez qu'il y a 3 à 5% du chiffre d'affaires de la billetterie qui est reversé aux ayants droit dont les chansons vont être chantées sur scène. Lorsque vous regardez des TikTok, des reels sur Instagram, les droits d'auteur sont rémunérés. Et il y a aussi quelque chose de très lucratif qui est méconnu qui s'appelle la synchronisation. Et c'est le fait de placer une chanson dans un film, une pub ou une série. Pourquoi je vous montre ça? C'est tout simplement pour vous montrer que les revenus de la musique sont diversifiés par défaut, by design. Et on a certains partenaires chez Bolero qui aiment bien appeler les droits musicaux l'immobilier culturel. Parce qu'en fait, c'est comme de l'immobilier, et puis en fait, vous retirez les galères de la plomberie et des ballons d'eau chaude à changer. Il n'y a pas de frais d'usure, il n'y a pas de frais d'entretien. Moi, j'aime bien dire que c'est plus que ça, c'est plus que de l'immobilier culturel, parce que on a cette diversification by design, et effectivement, le droit musical n'est pas palpable, donc il ne s'abîme pas, je n'ai pas besoin de l'entretenir. L'autre particularité des droits musicaux, c'est la durée
durant laquelle ils vont être valides, valables. Vous êtes sûrement familier avec la notion du domaine public. Par exemple, la musique classique aujourd'hui, c'est le genre musical principal qui est tombé dans le domaine public parce qu'on a dépassé les 70 ans après le décès des auteurs-compositeurs. Et cette timeline de 70 ans après le décès des auteurs-compositeurs, c'est la durée de vie qu'il reste aux droits musicaux et pour générer des revenus. J'ai encore le droit de monétiser mes droits musicaux pendant tout ce temps. Je vous ai pris un exemple tout simple qui est disponible à investissement sur Bolero. On a listé à travers un catalogue une chanson qui s'appelle I Don't Wanna Know. C'est un des hits du R&B du début des années 2000. Donc chanson composée en 2004. Étant donné que l'auteur-compositeur en question est encore vivant, déjà le compteur des 70 ans s'est même pas engagé. Mais ce que vous montre cette timeline, c'est que en fait, les droits musicaux, c'est la classe d'actifs qui a la capacité de générer des revenus passifs pour le plus longtemps. Il n'y a pas d'autre actif qui peut générer autant de cash flow sur une durée aussi étendue. Et donc là, pourquoi j'ai pris cet exemple? Tout simplement pour montrer que ce qui a fait la valeur de ce catalogue qu'on a listé et rendu disponible à l'investissement, c'est qu'en 2023, The Weeknd, avec Metro Boomin, a décidé de reprendre le refrain de I Don't Wanna Know pour enregistrer une chanson qui s'appelle Creepin'. Et cet enregistrement, Creepin', a fait 1,3 milliard de streams. Mais qui a touché des revenus? Vous vous souvenez du petit graphique d'entrée? Les parties prenantes qui avaient participé à la composition de I Don't Wanna Know perçoivent des revenus à chaque fois qu'un stream est fait sur The Weeknd. Et pourquoi est-ce que ce catalogue a explosé en valeur? Parce que The Weeknd, merci à lui, a décidé de la jouer en concert pour sa tournée en Amérique du Nord, sa tournée en Amérique du Sud et sa tournée européenne. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit 3 à 5% du chiffre d'affaires de la billetterie est reversé aux ayants droit? Bon, bah là, en fait, vous voyez le potentiel de détenir des droits musicaux, c'est que vous avez effectivement l'exploitation qui est faite de la version originale, mais il y a en plus un uplift, une croissance du rendement qui peut être générée avec les réinterprétations. On va revenir sur Allumer le feu. Non pas que je sois fan de Johnny, mais je sais que ça parle à tout le monde. Donc cette chanson, elle est sortie en 1998, et j'ai voulu vous montrer cette courbe. Cette courbe, c'est l'historique de stream de la chanson Allumer le feu depuis 2019. Et je trouve que cette courbe, au-delà du fait que ce soit l'exemple le plus populaire, facile à comprendre pour toutes et tous, c'est ce qui traduit le mieux le potentiel des droits musicaux. Depuis 2019, Allumer le feu génère 200 000 streams toutes les semaines. Quoi qu'il arrive. Peu importe le Covid, peu importe l'humeur de Trump, peu importe les crises, peu importe les taux d'intérêt. Deuxième insight très important grâce à cette courbe, c'est, vous voyez, il y a deux couleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a deux couleurs? Tout simplement parce que quand le streaming est arrivé, on avait la possibilité de l'utiliser gratuitement ou en payant. Il faut savoir que la valeur d'un stream est bien plus importante quand vous payez un abonnement. Et là, comme vous pouvez voir, la répartition entre les streams en bleu, qui sont les streams payants, des gens qui payent leurs abonnements tous les mois, et la courbe en verte, où là, c'est les gens qui ne payent pas et qui écoutent de la pub, en fait, la courbe bleue augmente, et donc l'étau se resserre. Et ça prouve quoi? Ça prouve que c'est une industrie en croissance. Sauf que plutôt que d'acheter des actions Spotify ou des actions d'Universal, j'ai peut-être plutôt intérêt à acheter le péage, l'infrastructure, qui est rémunéré à chaque fois que quelqu'un écoute. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que ce péage en question, il rémunère de mieux en mieux avec le temps, puisque le streaming est adopté et que maintenant les gens payent des abonnements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention sur cette courbe? Oui. Alors ça, c'est parce que je l'ai exporté avant la fin du mois de mars. Mais je te remercie pour le... Par contre, effectivement, il y a des pics. Ça, c'est très important. Et ces pics, ils sont dus à quoi? Chaque année, depuis 2019, au moment de Noël et du Nouvel An, vos oncles et vos tantes qui ont peut-être un petit peu trop bu, eh ben, ils mettent Allumer le feu. Et donc, tous les ans, ça passe de 200 000 streams semaine à 400 000 streams semaine. Donc, j'ai de l'uplift. Et donc, j'ai un pic de rendement à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'adore cette courbe, c'est parce qu'en 3 indicateurs clés, vous comprenez la puissance des droits musicaux, et vous comprenez aussi que la puissance des droits musicaux réside vraiment dans la durée. On parle d'une chanson qui va avoir 30 ans. Et en fait, c'est ça le takeaway principal, c'est que plus une chanson est vieille, plus elle a de valeur. Donc là, tout ce que je vous explique, c'est pas moi qui ai découvert ça en me réveillant, c'est des gens qui ont bien plus d'argent et qui sont bien plus équipés. On appelle ça les investisseurs institutionnels. Et là, je suis simplement en train de vous révéler ce qu'eux, ils ont remarqué en 2018.
et ce qui les a poussés à créer des véhicules dédiés pour déployer du capital dans les droits musicaux. Les quelques logos que vous voyez à l'écran sont évidemment impressionnants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des professionnels de l'investissement, de la finance, qui, en général, quand ils déploient ce type de montant, c'est parce qu'ils ont une idée très précise de leur thèse d'investissement et ils savent très bien quelle valeur ils vont pouvoir en tirer. Les 3 points clés qui a fait que tous ces institutionnels ont déployé plus de 15 milliards de dollars dans cette classe d'actifs, le premier, c'est les revenus récurrents, on l'a vu, c'est hyper stable. Dès lors que j'investis dans les bonnes chansons, celles qui sont ancrées dans la culture, qui sont ancrées dans nos playlists, dans l'algorithme, je vais avoir des revenus récurrents tous les trimestres. Le deuxième point, c'est la décorrélation. C'est le fait que tous les jours, vous écoutez la musique, en allant au sport, en allant au travail, dans les films que vous regardez, et peu importe la conjoncture. Troisième point extrêmement important, et là c'est la partie scalabilité, c'est que la musique se consomme de la même manière dans tous les pays du monde, au-delà des frontières. Et c'est peut-être le produit qui est le plus facile à exporter. Parce que j'ai même pas besoin de visualiser quelque chose, il me suffit juste d'écouter. Et donc ça, les institutionnels l'ont très très bien compris. Ça s'est traduit par des historiques de transactions complètement fous. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le top 10 des transactions qu'il y a eu sur des catalogues de droits musicaux. Comme vous pouvez voir, ils sont tous très 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 récents. Enfin, elles sont toutes très très récentes. Le catalogue de Queen pour plus d'1 milliard de dollars. Le catalogue de Bob Dylan pour plus de 300 millions. Sting pour plus de 300 millions de dollars aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé chez Bolero, et que je me suis assis, et que je me suis dit, mais en fait, il y a une valeur qui est énorme. Comment est-ce qu'un catalogue de chansons peut valoir autant d'argent? Je me suis dit, c'est peut-être réservé à une élite. Et donc ça, c'est mon histoire. En 2020, pendant le premier confinement, j'étais à peu près comme vous. Donc je découvrais l'investissement, j'avais pas grand-chose. Mais c'était pour la première fois de ma vie, j'avais rien à faire. Et j'avais un salaire. Donc je me suis dit, c'est peut-être un bon moment pour commencer à investir. Donc j'ai testé les produits classiques, PEA, assurance vie, les unités de compte, quelques actions. Mais ayant grandi dans une famille de créatifs et étant très attentif à ce qui se passe dans cette industrie, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas accéder à ce produit? Donc j'ai fait mes petites recherches. Bon, effectivement, il y avait les options, investir dans Spotify, investir dans Universal. Bon, BlackRock, ils ne m'ont pas répondu, parce que je n'ai pas 15 millions. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un produit qui permettrait aux particuliers, aux professionnels, de déployer du capital dans la musique et profiter des mêmes trajectoires de cash flow récurrents que les institutionnels ont repéré. Et donc ça a été permis grâce à la technologie. La finance, elle évolue. Vous l'avez vu avec tous les fournisseurs de produits qui sont présents lors de la conférence Actionnaire Day. Vous pouvez investir dans à peu près tous les actifs possibles. La musique, ce n'était pas encore le cas, et Bolero l'a rendu possible. Et c'est peut-être la seule classe d'actifs aujourd'hui qui vous permettra de diversifier votre patrimoine de manière décorrélée, et avec peut-être un petit peu plus de fun et de plaisir, puisque pour la première fois de votre vie, vous pourrez streamer votre portfolio. Notre savoir-faire chez Bolero, c'est le top de la pyramide. Ça, c'est la première question qu'on nous pose souvent. C'est « Ah, mais du coup, en fait, vous nous permettez de parier sur des artistes » ou « Ah, tiens, je vais investir dans la prochaine pépite ». Non, pas du tout. Notre métier, c'est justement de sourcer et de valoriser des catalogues de chansons qui sont établis, qui ont un track record, comme Allumer le feu. Et notre spécialité, c'est de vous faire investir dans le S&P 500 de la musique. On n'est pas là pour prendre des paris. On est sur un produit de rendement qui va distribuer tous les trimestres à date fixe et dont vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Notre deuxième savoir-faire, c'est packager des produits. Notre dernier produit, typiquement, que vous voyez à l'écran, c'est USA Volume 2. C'est un catalogue qui est en fait une émission obligataire. C'est très simple. À chaque fois qu'on source un catalogue, c'est-à-dire un panier de chansons, on va émettre un actif, une obligation, qui va vous permettre de vous exposer à la croissance et au rendement de centaines ou de milliers de chansons d'un coup. Et la beauté de ce produit-là, c'est que contrairement aux droits musicaux qui sont investis à travers des fonds de PE, nous, on essaie de le rendre liquide. Et c'est ça notre mission au quotidien. La philosophie de Bolero, c'est de dire qu'au-delà d'être un actif qui mériterait d'être plus accessible, c'est un actif qui mériterait d'être beaucoup plus liquide. Aujourd'hui, on a dépassé les 3500 actifs disponibles à l'investissement. On a plus de 25 000 clients retail. On a une quarantaine de partenaires, family office et banques privées. Et aujourd'hui, je suis très très heureux, quand je repense au William de 2020 qui avait juste envie d'accéder à ce produit, de dire qu'on est leader en Europe et qu'aujourd'hui, on est
identifié comme étant la référence sur le sourcing et la valorisation. Et le fait d'être ici, c'est tout simplement un message que je vous porte qui est de dire, sur les autres tables rondes, on vous a beaucoup parlé de diversification, de Nvidia, de dette privée, etc. Pensez parfois un petit peu out of the box et dites-vous, est-ce que j'ai pas envie d'investir dans un actif que je comprends, que je consomme moi-même, qui est facile à appréhender? Moi, je pourrais pas vous donner de conseils sur quoi faire de votre patrimoine, mais par contre, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer qu'il y a des solutions hyper intuitives qui vous permettent de gagner en diversification et en décorrélation, tout en ayant la possibilité, la prochaine fois que vous mettez une story sur Instagram ou que vous uploadez un TikTok, de plutôt mettre une chanson dont vous avez les droits, parce que quitte à ce que votre TikTok y perce, autant gagner un peu d'argent dessus. Donc la prochaine fois que vous écouterez une chanson, que vous irez à un concert, que vous regarderez ce Reels qui a fait 1 500 000 vues, posez-vous la question, qui gagne de l'argent? Est-ce que ça pourrait être moi? Peut-être. Pour ça, il suffit de vous inscrire sur Bolero. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je vais prendre des questions, s'il y en a, profitez-en. Oui, sur les droits d'auteur Bonjour madame. musicaux, bonjour. On dit qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes avec l'IA pour conserver. Comment vous réglez-vous ce problème-là pour le piratage des droits, en fait? Alors, c'est une excellente question. Le premier élément à avoir en tête, c'est que toute menace apporte en général une innovation. Le piratage était une menace. C'est pour ça que les revenus de l'industrie musicale se sont écroulés en 2004. Le streaming est arrivé et a permis de remonétiser. Concernant l'IA, nous, on le voit plutôt comme une nouvelle source de revenus. Et je m'explique. De la même manière que quand je vais réinterpréter une chanson et sortir une nouvelle version d'une chanson comme l'a fait The Weeknd, je vais créer un nouveau droit. L'IA, en fait, elle est entraînée sur des droits d'auteur. Elle est entraînée sur les droits musicaux. Et donc, ce qui se discute en ce moment au Parlement européen, et les États-Unis ont déjà pris pas mal d'avance aussi sur ce sujet, c'est qu'en fait, les éditeurs de logiciels IA rémunèrent le droit d'auteur. Donc là, je vous ai montré 14 sources de revenus. Potentiellement, il y en aura une 15e, qui serait simplement un partage de la valeur que les éditeurs d'IA arrivent à générer grâce à la création via l'IA, et qui serait reversée aux ayants droit. Le deuxième point qui permet de dissoudre tout élément d'inquiétude, et nous, on a beaucoup d'artistes aussi qui nous ont contactés, des compositeurs, en disant mais, exactement la même question, comment vous faites, comment vous pensez qu'on va réussir à monétiser? Et c'est là où les États-Unis sont assez forts, c'est qu'ils ont empêché les dépôts de droits sur musique générée par IA. Donc en fait, demain, si vous prenez votre ordinateur et que vous créez une chanson, vous allez pouvoir la mettre sur Spotify. Mais déjà, premièrement, elle va être démonétisée, donc vous n'allez pas gagner d'argent dessus. Et deuxièmement, vous ne pourrez pas déposer la propriété intellectuelle. Parce que quand vous allez vouloir déposer la propriété intellectuelle, on va vous demander la partition, la mélodie, les paroles. Bon, même si c'est très digital aujourd'hui, on va vous demander au moins le multipiste, et vous ne l'aurez pas. Vous serez incapable de prouver que vous êtes le créateur ou la créatrice originelle de l'œuvre. Donc l'IA, en réalité, est plutôt un outil pour les créateurs. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va les aider à créer des chansons qui sont de plus en plus successful, à avoir des meilleurs timings de sortie aussi. En revanche, l'art, ça reste très humain, et on n'est pas du tout inquiet sur ça. Voilà. Du coup, j'ai le micro. Donc c'est parfait, t'as de l'avance. Du coup, j'aurais bien aimé savoir sur quelle enveloppe d'investissement vous mettez ça. Enfin, s'il y en a une, ou si elle est tierce, et que vous en avez inventé une. Et derrière, quelle serait la fiscalité? Est-ce que c'est la flat tax sur la plus-value? Est-ce que voilà. Alors pour le moment, pas d'enveloppe particulière. Tu peux toutefois loger les obligations dans un FAS sur assurance vie luxembourgeoise, si tu as envie de le faire et que tu as une assurance vie luxembourgeoise. Le côté fiscalité, c'est flat tax, effectivement. Et toute personne peut investir en tant que personne physique ou personne morale. Ok. Voilà. Donc pour l'instant, que luxembourgeois, ouais. Pas compte titre? Non. Ok. Parce que pour ça, il faut un ISIN par émission obligataire, ce qu'on n'a pas encore fait. D'accord. Qui est la prochaine étape du développement de Bolero. Donc, assurance vie luxembourgeoise de toute banque ou tout assureur de la place? On en a déjà référencé 4. D'accord. Si tu veux, tu peux nous contacter, que ce soit par DM ou sur le site, et comme ça, on t'orientera. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Et juste, petite question aussi sur l'antériorité. Combien de temps vous avez de... parce que là, je voyais une moyenne annuelle, je crois, sur le rendement. Est-ce que vous avez une moyenne annualisée qui a été faite? 9,3%. Annualisé. Annuel, net de frais, depuis janvier 2023. Donc vous comprenez les intérêts composés dedans? Il n'y a pas d'intérêt composé puisque c'est distribué, c'est pas capitalisé. D'accord, ah ok. Ok, très bien.
Merci. Profitez-en si vous avez même des questions sur Allumer le feu, j'ai encore plein de choses à dire sur ce son. Je crois qu'il y a une question là-bas, ouais. Bonjour, comment je peux être totalement sûre que moi, en tant que client, la musique dont j'ai acheté voilà, les droits, si je la garde pendant 10 ans plus tard, vous disiez avec Allumer le feu que justement 30 ans plus tard, il y a encore du rendement, etc. Mais qu'est-ce qui me prouve que, même si tout investissement a un risque, bien sûr, qu'est-ce qui me prouve que je peux quand même faire confiance si je me dis que j'achète 10 chansons, que sur les 10 chansons, au moins 3 dans 10 ans encore, je sais que j'aurai encore du rendement. Quels sont les indices pour ça qui permettent de nous rassurer, quoi? C'est une très bonne question. Et tout se passe justement au moment du sourcing et de la valorisation. Et ça, c'est notre métier. Donc le but, c'est justement de s'appliquer des critères de sélection qui sont très rigoureux et sur lesquels on ne déroge jamais. Le premier, c'est qu'on ne liste aucune chanson qui n'a pas au minimum 4 ans d'âge moyen. Donc typiquement, une chanson qui est sortie au bout de 6 mois, on ne va pas s'autoriser à l'intégrer parce que c'est trop récent. Deuxième règle, c'est qu'on va mener quand même une due diligence, donc pour vérifier qu'il n'y a pas de litige en cours sur les droits, que les droits ont bien été déposés. Donc ça, déjà, vous êtes sûr que d'un point de vue canaux et remontée des flux, vous allez être en sécurité. Et après, sur la partie consommation, ce qu'on a fait chez Bolero, et on est les premiers en Europe à l'avoir fait et à en faire profiter tous les créateurs avec qui on bosse, c'est d'avoir développé un modèle de machine learning entraîné sur 30 000 chansons qui sont sorties avant 2020, pour avoir au moins 5 ans de recul, et qui nous permettent aujourd'hui, en utilisant les streams en termes de proxy, d'avoir une projection assez fiable de la tendance que prennent les chansons, peu importe leur niveau de départ. Donc qu'on vous rende disponible à l'investissement une chanson qui a accumulé 1 million de streams ou 1 milliard, on va, de manière assez précise, être capable de définir les taux de régression annuels. Et ça rentre dans notre valorisation. Donc typiquement, quand on a eu Creepin' de The Weeknd, même si on partait à 1 milliard 200 millions de streams, on n'est pas parti du principe que ça allait encore faire 1 milliard 200 millions de streams dans les prochaines années. On est parti justement avec une approche conservatrice et on a prévu une régression. Comme ça, au pire, en fait, vous avez une valeur d'actif qui suit la tendance de votre chanson. Et au mieux, si la chanson est remise au goût du jour ou qu'elle a une nouvelle phase de tendance qui est amorcée, vous aurez plus de rendement que prévu. Donc dans tous les cas, nous, c'est notre métier justement de vous protéger de ça. Et tout l'intérêt de Bolero, c'est d'investir sans se préoccuper de quel va être le hit de demain, quel était le hit d'hier dans lequel j'aurais dû investir. Merci beaucoup. Je crois que c'est fini, mais je vais rester dans le coin. Et il y a le stand Bolero juste à gauche avec ma super équipe si jamais vous avez envie de venir nous voir après. Je vous remercie pour votre écoute.